Donc, je m'appelle Virginie, j'ai 30 ans, je suis journaliste culture, donc j'écris en général autour des séries télé, pop culture, musique actuelle, festivals, etc. Je travaille au temps depuis 6 ans maintenant. Avant ça, j'ai donc fait la JM et puis j'ai fait juste des stages et c'est vraiment le temps qui était mon premier employeur. Donc voilà, je suis là depuis un petit moment déjà. Donc j'écris articles papier pour le site, mais aussi donc je fais un podcast depuis 6 ans aussi bientôt maintenant avec ma collègue Célia qui s'appelle Brise Glace et qu'on a lancé en 2018. C'est un podcast sociétal. Alors l'idée était de parler des sujets encore tabous en société ou en tout cas qu'on aborde peu dans les conversations entre nous parce qu'il y a encore beaucoup de clichés, de préjugés qui sont associés et l'idée c'était de pouvoir justement sortir un peu de ces idées reçues en passant par le témoignage. Donc à chaque fois, on a une personne, c'est un roman ou une romande à chaque fois, qui nous raconte un peu sa vie, son parcours autour d'une thématique donnée. Ça peut être la maternité, la mort, le handicap, la sexualité. Et chaque fois dans l'idée qu'avec une personne qui vraiment nous raconte son expérience, on peut se mettre dans ses chaussures et avoir de l'empathie et puis se dire, en fait, peut-être que j'avais pas imaginé ce sujet comme ça, peut-être que ça ouvre aussi un peu des perspectives. Clairement, dans la question de comment monétiser le podcast, c'est la question qui se pose beaucoup puisque les potentiels annonceurs qui voudraient sponsoriser des épisodes de Brise Glace, ils se rendent bien compte qu'ils touchent autant des gens de Port-Rentruy que des gens de Bruxelles. Donc, pour vendre quelque chose, c'est pas très facile et on voit d'ailleurs qu'il y a une réticence à ce niveau-là. Donc, je pense que le modèle économique du podcast, il a pris du temps à se développer. Maintenant, on a de plus en plus des boîtes qui nous permettent de personnaliser les annonces et qui le font comme une agence de publicité pour nous. Donc ça se fait de plus en plus, mais en tout cas, quand on a commencé, c'est clair qu'il n'y avait pas forcément de visée rentable et c'était plutôt une visée d'image pour le média Le Temps. La direction de l'époque avait vraiment ça comme objectif, c'était de quand même diversifier le public. Je crois que c'est le même problème pour tous les médias, en tout cas comme Le Temps, c'est d'ouvrir un peu les vannes et puis de toucher à un public plus jeune, qui consomme différemment aussi. Donc c'était un peu leur espoir quand même si bien sûr c'est toujours cette tension entre, on touche peut-être pas les personnes qui lisent le journal papier et qui payent des abonnements aussi au journal papier. Donc en fait c'est toujours, est-ce qu'on veut s'adresser à eux, est-ce qu'on veut s'adresser aux futurs potentiels lectrices, lecteurs, auditrices, auditeurs. Et je pense qu'on n'a pas tout à fait résolu cette question. Et d'ailleurs on a vu, pour l'anecdote, on a fait une journée portes ouvertes ici, dans cette salle même là où on a présenté les podcasts à des lectrices, lecteurs qui étaient là pour faire la visite et beaucoup ne savaient même pas que le Temps faisait du podcast. Donc on n'est pas encore tout à fait arrivé à les toucher toutes et tous. C'est aussi le signe que ça n'a pas été forcément beaucoup vendu, mis en avant sur le site pendant assez longtemps. Je pense que c'était un peu une petite bataille qu'on avait, Célia et moi, c'était de dire est-ce qu'on peut le mettre sur la home, est-ce qu'on peut... il y avait des petits encarts dans le print parfois pour faire les fous. Mais on sent bien que c'était un peu dans un petit coin parce qu'on ne savait pas trop si ça intéressait. Et plus le temps a passé, et voilà, plus la boule de neige a pris, plus maintenant on a vraiment un endroit dédié dans la page front, ce qui n'était pas le cas pendant très très longtemps. Et je pense que le succès, sans vouloir nous jeter des fleurs, mais de Brise Glace montre bien que même si c'est des choses qui sont encore un peu mouvantes, qui n'existent pas trop, en fait c'est parfois dans ces moments où c'est pas encore décollé que ça vaut la peine de se lancer, quoi. Et finalement, on trouve son public après coup. Je pense que les collègues étaient un peu intrigués, donc un peu avec distance, mais ils étaient intrigués. Je pense que la rédaction chef était hyper soutenante, donc ça, c'est une grande chance. Par contre, tu te cognes toujours aux questions financières, combien ça va nous coûter et quel impact ça va avoir concrètement, un peu ce truc de balance. Et donc, la crainte aussi, peut-être que ça nous prenne pas mal de temps sur nos activités de base, qui étaient donc quand même l'écriture et puis la gestion d'une rubrique quand même. Donc on a un peu trouvé notre équilibre en disant on lance quelque chose, mais on va toujours garder évidemment un pied dans le reste. On va faire quelque chose d'économique, de léger, et puis ça sera un peu un essai, sans investir non plus des sommes et du temps démesurés, ce qui les a assez rassurés. Et je pense qu'ils étaient un peu en mode start-up, quoi. Voyons ce que ça donne. Qu'on a quand même eu l'autorisation d'avoir une formation, courte formation avec quelqu'un de la radio, juste pour les bases, la pose de la voix,
voilà, on a pu acheter du matériel aussi basique, mais tout de même c'était nécessaire. Après, évidemment, je pense qu'ils n'auraient pas voulu que ça prenne la majorité de notre temps. Donc voilà, ils étaient ouverts, mais il fallait que ça soit un équilibre avec le reste de nos tâches, ce qu'on a, je pense, réussi à faire en faisant quelques heures supplémentaires, pour être honnête. Je pense que c'est un peu malheureusement ce vers quoi on va, mais après on trouve son équilibre et puis une fois qu'on arrive de croisière, ça va bien. Il y avait la question du montage aussi qui s'est posée, c'est-à-dire que moi j'avais pas du tout d'expérience dans le montage, donc on aurait pu se demander est-ce qu'on fait une formation, etc. Et là, c'est là où ils ont mis la limite et ils ont dit on veut pas que vous passiez du temps à vous former au montage, ça va prendre un temps fou pour un résultat qui sera moyen, donc ils ont préféré qu'on externalise le montage. C'était un choix et c'est toujours resté la même chose, c'est-à-dire qu'on continue depuis à travailler avec une monteuse à Paris qui a compris un peu notre concept et avec qui on échange, mais disons, ça nous permet aussi de nous alléger en termes de charge de travail. À l'assaut, ça a pris assez vite, donc on n'a pas forcément été remis en question. Même, je pense qu'il y a eu un encouragement à continuer et on voit qu'ensuite sont venus d'autres podcasts pour un peu, dans cette émulation, essayer de prendre le bateau en marche. Par contre, on voit bien que et c'est là où, moi, c'est toute la question qui m'habite par rapport au podcast et d'autres formats un peu plus nouveaux. C'est est-ce qu'on le fait pour le faire, parce qu'il faut des podcasts et parce qu'il faut dire que le temps fait des podcasts, ou on le fait pour une raison, parce que ça a du sens selon ce qu'on propose. Et pour moi, c'est là la différence entre un podcast qui fonctionne et qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a des podcasts alibi. Et ça m'intéresse pas. Après, je sens que là, on est vraiment à une période où voilà, les médias se regardent beaucoup et chacun innove. Donc, il y a cette pression positive aussi à toujours aller chercher plus loin. Et le temps est vraiment là-dedans. Et dire, on a ce rite de croisière avec un podcast comme Brise-Glace, mais il y en a d'autres. C'est super, mais est-ce que potentiellement, on peut mettre un petit peu plus de pièces dans la machine? Mais ça demande plus d'investissement et c'est toujours ça qui nous bloque quand même à la fin. C'est, voilà, si on investit plus de temps, il faut que nous, on ait des backups pour nos tâches qui ne disparaissent pas. Donc c'est toujours un fin équilibre et un échange de ressources qui est jamais évident. À l'époque, c'était Gaël Hurliman et Stéphane Benoît-Godet et ils étaient vraiment, leur vision, c'était vraiment d'inviter des jeunes journalistes. Ils en ont embauché pas mal, dont je faisais partie, pour voilà, dynamiser un petit peu cette rédaction. C'était leur choix, hein. Il peut être contesté ou pas. On peut accuser ça de jeunisme, mais en tout cas, ils avaient vraiment envie de laisser la place un peu à ces plus jeunes équipes et puis finalement à leur laisser pas carte blanche, mais presque, tout en évidemment en monitorant ça d'assez près. Mais il y avait vraiment cette philosophie du laisser faire, ce qui était hyper précieux et je pense qu'il nous a vraiment permis de lancer ce podcast. Je suis un peu averse au risque et je pense que si on m'avait dit ça se joue, ta place se joue sur ce projet, je l'aurais pas fait. Donc il y a ce truc de on verra bien, de nouveau start-up quoi. Et puis aussi de pas... alors évidemment, ils suivaient le déroulé un peu des opérations, mais ils n'étaient pas dans un truc de surveillance active, genre vous en êtes où oui, évidemment, il fallait que quelque chose sorte au bout d'un moment, mais c'était quand même libre cours à notre rythme. Et je pense que comme on ne savait même pas trop dans quoi on s'engageait, c'était précieux d'avoir cette flexibilité de... en fait, c'est nous qui vous dirons quand c'est prêt à peu près, voilà, quelle tête ça aura, quel montant ça coûtera. Et ça, cette flexibilité, cette fluidité, ça a beaucoup aidé dans le développement du podcast. Je pense que c'est un risque qu'on mette beaucoup d'attentes et de pression sur des jeunes journalistes qui débarquent dans une rédaction en disant on aimerait que vous nous fassiez un business model et que vous sauviez notre titre, en gros. Je pense qu'évidemment, on peut attendre des jeunes qui aient des idées, qui s'informent différemment, qui sentent un peu le pouls de leur génération. Et c'est cette génération qu'on veut attirer, à qui on veut plaire. Mais je pense qu'ils arrivent dans un milieu qui est celui qu'on connaît, avec les limites financières, avec les business models qui sont difficiles à trouver, avec aussi des collègues et des chefs qui parfois n'ont pas toujours la flexibilité mentale de les laisser expérimenter. Donc c'est vraiment un échange. Je pense qu'il faut leur laisser la place d'amener quelque chose sur la table, mais aussi qu'en face on ait du répondant et qu'on ait vraiment cette page blanche à explorer, mais ensemble. C'est vraiment un esprit d'équipe, quoi. Oui, il y a les business models et puis il y a la pression, mais c'est aussi un plaisir. C'est un métier où on s'amuse et où en fait ces projets-là, c'est aussi guidé par ce qui nous anime chacun et chacune. Et je pense que quand nous on se rejoint avec Célia et qu'on fait comme hier un enregistrement d'épisode avec une personne qui nous parle de son expérience dans le naturisme, et on se dit c'est exactement pour ça qu'on a envie de faire ce boulot. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi se dire, c'est que voilà, à la fin, c'est quand même toujours le plaisir et le jeu et l'envie, quoi. C'est un peu cliché, mais vraiment, ouais, c'est vraiment ça.